Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Patrice Iacovella. Bonjour Patrice. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et à toutes qui nous regardez aujourd'hui dans cette merveilleuse émission orchestrée par Stéphanie. Merci. Patrice, tu es sophrologue, tu as un cabinet où tu travailles principalement avec les enfants. Tu es coach scolaire, conférencier, formateur, tu animes des séminaires, des ateliers. Tu es auteur du livre Apprendre pour mieux apprendre et créateur du jeu des émoticartes. Moi, j'ai découvert les émoticartes avant de te rencontrer. C'est pendant une de mes formations en hypnose où on m'avait proposé de ça. Donc, les émotions plus le jeu, j'ai couru dessus immédiatement parce que c'est mon dada total. Moi, je travaille dans les émotions et je fais tout de façon ludique. Donc voilà, les cartes sont juste exceptionnelles. Donc là, mon humeur, moi, aujourd'hui, c'est de la joie d'être avec toi, Super. de la reconnaissance que tu sois venu dans mes capsules, de l'amour de partager tout ça parce que je suis trop, trop contente et un petit peu de stress parce que quand même, faut gérer quoi. C'est normal. Et donc moi, j'ai ces 2 exemplaires-là, mais je crois que tu en as fait beaucoup d'autres que tu auras le loisir de nous partager. Avec plaisir. Je t'ai rencontré plus personnellement à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, quand j'ai lancé une invitation pour me faire aider à créer mon propre jeu. Et tu as spontanément répondu et j'étais mais juste hyper enthousiaste de te découvrir et puis qu'on partage. Et maintenant, mon jeu est sorti. Alors, c'est pas mon jeu, c'est le jeu sur lequel j'ai travaillé avec Marie-Mélis, qui est magnifique et qui est exceptionnel. Et je suis juste super contente Bravo. avec la Ouais. voilà, de le sortir, ça a pris 5 mois. Moi, je suis vraiment très, très heureuse de te recevoir dans ces capsules parce que, bah, déjà, il y a eu ce lien ensemble. J'étais de toute façon, même s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été super contente de te recevoir parce que ce jeu des émoticartes, je m'en sers énormément. Alors au début, je m'en suis servie principalement avec les enfants Mhm. et je me suis rendu compte qu'avec les adultes, ça marche super bien parce Bien qu'ils ont sûr. tendance à se raconter des tonnes d'histoires et à partir dans tous les sens. Enfin, pas tout le monde, hein, mais ceux qui le font partent vite. Et je suis là, bon, c'est quelle émotion? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as ressenti? Exactement, montre-moi. Et tu mets quoi comme échelle de valeur? Et enfin, c'est vraiment un outil qui est ludique, qui est facile à utiliser et qui est accessible à tous. Merci beaucoup pour tout Eh ce que ben, tu as fait. merci à toi et merci à tous ceux qui l'utilisent parce que c'est grâce aux utilisateurs que ce jeu existe, quoi, en tout cas. Patrice, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, qui je suis, tu l'as déjà bien évoqué, hein, tu as évoqué les multiples casquettes que j'ai. J'en rajouterai quand même une. On est un peu tous multicasquettes dans la vie. Tu as évoqué mes casquettes d'entrepreneur, hein, de thérapeute déjà en tant que sophrologue spécialisé pour enfants près de Lyon, de chef d'entreprise, de dirigeant d'Emotibox et de créateur des émoticartes, formateur, tout ce que tu as évoqué. Mais je suis avant tout un heureux papa de 2 enfants, parce qu'il faut quand même revenir à l'essentiel. Et qui mieux qu'un papa pour parler à des enfants? Et donc, voilà, je suis papa de 2 enfants, ma fille qui a 9 ans et mon fils qui a 14 ans. Alors, on est plus dans l'adolescence avec toutes les difficultés que l'adolescence traverse, mais ça fait partie finalement du process et c'est tout à fait normal. Donc voilà, et ma passion, puisqu'il y a un fil conducteur avec tout ça, c'est le bien-être et l'épanouissement des enfants. Et mon objectif, mon ambition, c'est d'aider plus d'1 million d'enfants à s'épanouir grâce à mes outils, grâce à mes conférences, grâce à tout ce que je mets en place, tout ça à travers le monde. Donc voilà, ma raison d'être et ce qui me fait lever tous les matins en tout cas. Comment t'es venue l'idée des émoticartes? Alors, l'idée des émoticartes, elles sont nées un samedi après-midi pluvieux en 2006, alors qu'on était censé aller avec mes enfants faire un tour dans un centre équestre, parce qu'ils adorent l'équitation. Et la pluie, le vent, une petite tempête ayant mis à mal nos projets,
Ça a été pour eux un flot d'émotions, passant de la colère à la tristesse, au stress. Enfin, il y a eu ce flot d'émotions et je me suis vite senti démuni et impuissant en tant que papa. Donc finalement, je me suis dit, allez, j'ai plusieurs casquettes, je vais mettre ma casquette de sophrologue et je leur ai proposé de faire une petite séance pour se changer les idées. Et à ce moment-là, mon fils m'a renvoyé quelque chose en pleine figure qui était, écoute papa, on veut pas que tu joues à ça avec nous. Alors, ça m'a fait mal à mon tour aussi, mais j'ai bien compris que de toute façon, on ne peut pas être le papa, le confident, le thérapeute et le copain. Et du coup, le mot jouer a résonné en moi. Donc, je leur ai dit, écoute, je comprends bien que tu veux pas qu'on joue à ça ensemble, mais on va jouer à autre chose. Et du coup, je les ai mis devant un ordinateur et je leur ai demandé de me chercher un petit peu des photos de ce qu'ils ressentaient, c'est-à-dire de toutes ces émotions qu'ils traversaient. Et petit à petit, je leur ai demandé de rechercher des mots pour aller associer à ces émotions, et puis des définitions et des petites choses, des petits exercices pour se changer les idées en fait. Et petit à petit, comme ça, sans qu'ils s'en rendent compte, eh bien, ils étaient en train de travailler sur leurs émotions, de les apprivoiser, de les gérer. Et moi, j'ai pris ça avec du recul et je me suis dit, mais c'est génial parce qu'ils sont pas en train, ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et au final, on a passé une super après-midi. Ils sont complètement changés les idées et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et ensuite, je l'ai essayé dans la version A4, puisque c'était imprimé sur des grandes feuilles, dans mon cabinet. Et il y a eu des beaux résultats parce que je me suis rendu compte que de toute façon, la base des apprentissages, c'est le jeu. Quoi qu'il en soit, on voit quand on apprend les tables de multiplication, quand on apprend les proportions, enfin, en maths ou autre matière, c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec le jeu parce qu'on ne s'en rend pas compte et on dédramatise tout de suite. Et en fait, pour moi, ça a été une évidence. Je me suis dit, cet outil-là, il est vraiment complémentaire de tout ce que je peux avoir à la fois dans mon cabinet pour des thérapeutes. Et il peut être vraiment un super support en fait pour les parents qui se sentent complètement démunis, pour qui les enfants ne veulent pas les écouter, enfin voilà, et du coup pour éviter que le couple, le foyer, la famille explose à cause d'une petite émotion pour lesquelles on n'est pas forcément, on n'y est pour rien quoi finalement. Ah, je te rejoins complètement sur plein de domaines. Moi aussi, je suis maman de 2 enfants, donc régulièrement, on dit arrête, maman, je vois bien que tu as ta casquette de thérapeute. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est tellement bon de les accompagner dans leurs émotions et de voir. Alors, pour la grande, c'était plus difficile parce que j'avais pas encore toute la connaissance que j'ai maintenant. Mais le petit, ça passe tout seul. Il a 3 ans. Ses émotions, comme ça, quoi. On C'est ça, accueille et ouais, OK, et ça se fait et c'est c'est ça, fluide. Et je passe même plus par les cartes, finalement, juste. bien Voilà, sûr. on met de l'imaginaire dessus et ça, c'est chouette, quoi. C'est vraiment goûtu. Ouais, Merci beaucoup. tout à fait. Bah, merci en tout cas. Et puis, il y a une évidence, plus tôt on apprend les émotions et mieux on avance dans la vie finalement. Et je parlais tout à l'heure de l'adolescence. Et tout à l'heure, tu me disais que tu utilisais aussi avec des adultes. Et en fait, un adolescent, c'est quoi? C'est un enfant qui doit quitter son monde d'enfance dans lequel il était dans sa zone de confort, dans lequel il maîtrisait, dans lequel il était à l'aise avec ses émotions d'enfant, pour aller étendre dans un monde d'adultes avec toutes ses peurs, toutes ses inconnues, toutes ses incertitudes. Et en fait, il est tiraillé entre ces deux mondes, entre j'ai envie d'y aller parce que ma vie, elle est là-bas, mais j'ai quand même envie de rester dans ce petit confort que j'ai. Et c'est toutes ces émotions qui en ressortent et qui sont vraiment difficiles pour les adolescents. C'est pour ça que plus tôt un enfant apprend à gérer, à maîtriser, à apprivoiser, on appellera ça comme on voudra, ses émotions, plus facilement le cours de sa vie sera agréable jusqu'à son monde d'adulte, jusqu'à son même plus tard quoi finalement. Moi, je fais souvent le lien entre quand on est dans un pays, notre langue, elle est maternelle. C'est facile, c'est fluide, il n'y a pas d'effort à faire. Contrairement à une langue qu'on va apprendre, on peut l'apprendre très très bien, on peut la maîtriser, mais il y aura toujours un petit peu d'effort. Et Bien j'ai sûr, l'impression que le langage des émotions, c'est la même chose. Quand c'est appris dès tout petit, bien c'est sûr, naturel, c'est fluide, c'est ça se ça. fait comme ça. Il n'y a pas d'effort. Alors que quand on l'apprend plus tard, ben, il faut s'entraîner de plus en Et plus et ouais, ça c'est sera ça. jamais complètement aussi fluide que quelqu'un qui l'a appris naturellement. Ouais, c'est ça, parce que c'est un langage et c'est un apprentissage. Donc, je te rejoins tout à fait. Ouais. Patrice, quelles ont été tes 3 grandes fiertés dans ta vie?
Alors, quelles ont été mes trois grandes fiertés? C'est dur d'en choisir que trois. Alors, pour moi, ma première fierté, c'est ma famille. C'est une famille où on a plein d'amour, on échange beaucoup et c'est super important, l'échange, la communication. Ma deuxième fierté, je dirais, c'est un ensemble de fiertés de toutes les décisions que j'ai prises au fur et à mesure de ma vie, finalement. Parce une décision, c'est jamais facile à prendre, parce qu'on ne sait pas justement si on prend la bonne décision. Mais le plus dur, c'est de la prendre finalement, cette décision. Et je me suis rendu compte que, ok, il y a des décisions pour qui eu raison de prendre et d'autres moins, mais finalement, je suis fier de les avoir pris, quoi qu'il en soit. Et je dirais que ma troisième fierté, c'est d'avoir créé les émoticards. Parce que quand je vois aujourd'hui, voilà, on a vendu plus de 20 000 exemplaires, on est présent dans 35 pays, et je me dis que c'est ma petite pierre à l'édifice pour aider tous ces enfants qui sont en mal-être, toutes ces familles, tous ces ados, tous ces adultes. Donc voilà, comme ça, on est dans trois sphères complètement différentes, personnelles, familiales et professionnelles. Quelles ont été les grandes difficultés que tu as traversées pour que ça devienne des fiertés? Assez souvent, c'est les étapes par lesquelles on passe qui font que on se sent plus porté et ça devient plus goûtu en fait, Ouais. l'aboutissement de tout ce chemin. Je dirais que la première des difficultés, c'est l'échec. Mais finalement, l'échec, c'est pareil, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend. Alors c'est dur, c'est très très dur, hein, quand on a un échec. Moi, je suis allé voir des éditeurs quand j'ai créé le jeu. Aucun n'y a cru, hein. C'était soit trop, soit pas assez. Et finalement, on a plutôt tendance à se dire, punaise, c'est des professionnels, ils ont peut-être raison. Mais c'est leur point de vue finalement. Et quand on est vraiment motivé par quelque chose, quand on est vraiment habité par quelque chose, le point de vue des autres n'a pas beaucoup d'importance. Et au début, j'ai vraiment pris ça comme des échecs. Et finalement, lorsque j'ai moi pris la décision de me mettre en tant qu'éditeur, et avec toutes les étapes que ça a nécessité, dans lesquelles il y a eu encore d'autres échecs, eh bien, je me suis nourri de ces échecs que j'ai eus pour continuer à avancer. Donc, je dirais que l'échec, c'est une fierté, c'est un apprentissage, et c'est ce qui permet aussi d'avancer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu toutes les étapes par lesquelles on doit passer, finalement, qui sont des difficultés, et qu'une fois qu'on les a franchies, on se dit yes, ça c'est fait, next. Et puis on a l'impression de voir d'être au pied de la montagne et de dire je vais jamais y arriver. Mais étape par étape, petit à petit, voilà, on franchit, on gravit la montagne, et quand on arrive au sommet, on se dit waouh, vivement la prochaine. Et du coup, on continue de sommet en sommet. Donc voilà, c'est toutes ces étapes qui permettent d'avancer, quoi. Je me suis revue en fait dans toutes les étapes que tu parles avec mon propre jeu où Et ouais, mais c'est ça. c'était voilà, et encore c'est que le début, c'est une première édition, hein. Donc voilà, en 5 mois on en a traversé Mais c'est ça, plein ouais, ouais. plein de choses quoi. Mais exactement, mais je dirais que finalement, c'est le propre de la vie. Moi, comme je dis souvent, ça fait rire ma femme, j'ai 3 enfants. J'ai mes 2 enfants et mon bébé qui sont les émoticards parce que tu as mis 5 mois. Nous, en moyenne, on met 9 mois pour sortir un jeu parce qu'on le teste, parce qu'on fait des modifications, parce qu'on le fait évoluer. Donc, c'est vraiment une grossesse finalement. Et la vie, c'est comme ça. La vie est faite d'avancées, d'échecs, de rebondissements. Et on met dans le domaine entrepreneurial, on le met dans le domaine thérapeutique, finalement, ce que la vie nous apporte, tout simplement, je pense. Quand on est en bas de la montagne, j'ai la sensation que on voit une ligne droite en se disant oh ça va, ça devrait le faire. Et puis en fait, en faisant le chemin, on se rend compte que il faut faire ça pour Ouais, c'est monter ça, quoi. exactement. Oh, puis des fois on redescend, puis on remonte, et puis c'est plus difficile. Et des fois on se casse un petit peu la figure et on repart. Et puis Ouais, c'est quand on ça, est en haut, l'essentiel. C'est ça, l'essentiel, c'est d'être aligné avec notre focus et d'arriver en haut. De toute façon, c'est comme quelqu'un qui veut aller je suis à Lyon, tu es à Paris, je crois, c'est ça, hein, oui c'est ça. qui veut aller de Lyon à Paris, il y a plein de choses. Je peux prendre l'avion, alors c'est sûr, c'est direct, en 50 minutes, 55 minutes, j'y suis. C'est peut-être plus cher. Je peux y aller en TGV avec les aléas qu'il peut y avoir sur les voies SNCF, alors je peux mettre plus ou moins de temps ou rater mon train, etc. Et puis je peux y aller en voiture, puis je peux y aller par l'autoroute, je
peux y aller par les nationales et puis je peux me dire, bah, tiens, je vais aller à Paris, mais j'ai envie de passer par Clermont parce que c'est une ville qui m'attire, par exemple, et j'ai envie de faire une halte. Mais l'essentiel, c'est que finalement, j'arrive à Paris pour qu'on puisse se rencontrer ou faire ce que je dois faire, quoi. Et le chemin amène à l'aboutissement et quel que soit le chemin qu'on prendra, en tout cas. Ouais, c'est ça. Merci. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait que nous sommes. Où est-ce que tu en es sur ce chemin d'amour-propre? Ah, écoute, moi, quand tu parles d'amour-propre, j'ai tendance à parler d'estime de soi. Mmh. Parce que il y a deux moteurs dans la vie, c'est l'estime et la confiance. Et l'un va avec l'autre, en fait. On ne peut pas avoir une bonne confiance en soi si on n'a pas une bonne estime de soi, si on ne s'apprécie pas, si on n'est pas aligné avec nos valeurs. Et inversement, on ne peut pas être aligné avec nos valeurs si derrière on n'a pas confiance en soi. Je crois que je me suis marché dessus, mais en tout cas, les deux vont dans le même sens. Euh, pour avoir un amour propre, je pense que voilà, j'ai dit le mot valeur, mais c'est quelque chose qui est important. C'est à la fois les valeurs que l'on nous a transmises, c'est à la fois les valeurs qu'on transmet, et c'est à la fois les valeurs qu'on se crée aussi. Et pour répondre à ta question, moi j'ai une très bonne estime de moi, même si, bah, pareil, il y a des moments, hein, il y a des petits coups de faiblesse, des petits coups de mou avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société, etc. Mais c'est vraiment important d'avoir une bonne estime de soi, être aligné avec son amour-propre et ses valeurs pour pouvoir continuer à avancer, parce qu'on va dégager finalement qui on est. C'est-à-dire que si je m'aime pas, je me trouve trop ou pas assez, les autres vont me trouver trop ou pas assez. Et ils vont me réconforter en me disant, tu vois, j'avais raison, je suis trop gros, trop maigre, pas assez beau, j'ai pas des beaux yeux, voilà, je suis pas aligné avec ce que je veux faire. Et finalement, eh ben, ça va être un cercle vicieux, et parce que je vais avoir tendance à vouloir me caler avec le regard des autres. Mais ce n'est que le point de vue d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et il faut qu'on ait notre propre point de vue sur nous, sur la société, sur tout un tas de choses pour pouvoir avoir son propre amour-propre. En tout cas, c'est mon point de vue et je le pense, quoi. Comment tu accompagnes les enfants pour construire ça? Parce que c'est pas forcément alors quand ils ont des parents qui l'ont, je pense qu'ils ont l'exemple et c'est de façon comme tout à l'heure avec le langage, hein, c'est de façon Ouais, tout innée. à fait. Quand c'est pas le cas, comment tu fais? Eh ben, c'est d'aller, c'est de les faire parler de toutes les réussites qu'ils ont eues, de tout, voilà, ça dépend de l'âge, donc je ne vais pas prendre d'exemple, mais aujourd'hui, tu sais lire, tu sais écrire, tu te rends compte comme c'est difficile. Tu sais marcher. Il faut savoir que la marche, c'est l'apprentissage le plus difficile qu'a un être humain, parce qu'il fait appel à des notions d'équilibre qui est dans l'oreille. Il fait appel à des notions visio-spatiales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop près de quelque chose parce que sinon on tombe, on peut se cogner, ou trop loin parce que finalement on peut pas se rattraper. La marche fait appel aussi à des notions de confiance en soi, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on tombe, eh ben, on se relève pour faire un pas ou un demi-pas de plus, mais aussi qui fait appel à la confiance en l'autre, surtout quand les parents ils nous lâchent les mains ou le bout des doigts en disant vas-y. Et quand on tombe, finalement, eh ben, ils sont là pour nous encourager à avancer. Donc la marche, c'est un des apprentissages les plus difficiles qui existent. Et comme je pars toujours de ça en disant, tu arrives à marcher, c'est le plus difficile. Quelles sont les autres étapes que tu as fait qui ont été difficiles, mais finalement que tu y es arrivé? Comment tu t'es senti quand tu as fait ça? Du coup, on va travailler sur la confiance. Et petit à petit, je vais les amener à leur dire, bah, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi, qu'est-ce que ça procure en toi. Et je les amène à travailler sur leur estime. Et parce que les deux, comme je disais tout à l'heure, sont liés. Et là, pareil, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire un travail, une sorte de feedback. Et après, c'est de les amener aussi dans un futur, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qui pourrait te rendre fier, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens ils t'aiment ou que toi, tu t'aimes par rapport à des choses que tu franchis, quoi, que tu fais. Merci. Sur ton propre chemin, toi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es choisi ou plutôt qu'aller chercher à l'extérieur ton bien-être,
Tu Ouais. es revenu à l'intérieur pour construire ton estime de toi, pour faire ce chemin de confiance en toi. Euh, j'ai j'ai jamais, de mon point de vue, enfin, pour moi, j'ai jamais écouté le point de vue des autres. Mhm. C'est-à-dire que à chaque fois que dans mon parcours scolaire ou professionnel, on me disait mais tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour toi, tu peux pas le faire. Mais des discours comme ça, mais j'en ai eu des dizaines et des dizaines, en commençant par l'école primaire, puis après mon choix d'orientation plus tard, puis après le choix de l'institut dans lequel je me suis formé, quand j'ai dit que je voulais travailler qu'avec les enfants, on m'a dit mais c'est pas possible, tu ne rempliras jamais un agenda qu'avec des enfants, parce que la journée, les enfants sont à l'école. C'est la même chose quand j'ai voulu créer, je suis allé voir les éditeurs et qu'on m'a dit non mais c'est un jeu, il y a déjà plein de bouquins dessus, puis les enfants, les émotions, ils s'en fichent un petit peu, c'est plutôt pour les parents, etc. Donc j'ai jamais écouté les autres personnes, mais par contre j'ai toujours écouté une chose, c'est mon cœur. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que j'écoutais mon mental, je prenais toujours la mauvaise direction. Et quand je dois prendre une décision, je me reconnecte toujours à mon cœur. C'est-à-dire que le mental, il va te montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Il va te donner toutes les raisons pour ne pas le faire. Alors que le cœur, bah, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la passion. Et du coup, le cœur étant pour moi relié aux tripes, c'est ce qui va vraiment donner ce moteur et en disant, je ne peux pas le faire, c'est pas grave. Mon cœur, il me dit de le faire, on verra bien ce que ça donne après. Et après, les tripes mettent le moteur en route pour pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc, pour répondre à ta question, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai toujours écouté mon cœur et je continue à le faire. Et dès que le mental reprend le dessus, je me reconnecte à mon cœur, je ferme un petit peu les yeux et je vois ce que mon cœur, le message que mon cœur m'indique en tout cas. Ça a toujours été comme ça ou tu as appris sur le chemin à écouter ton cœur? Je pense que j'ai cette chance-là que ça a été inné. Mm. Ça a vraiment été inné. Parce que quand j'étais en classe de troisième et que j'étais allé voir une conseillère d'orientation et qui, pour elle, au vu des résultats scolaires que j'avais, de ma motivation pour l'école, m'avait dit, voilà, enfin voilà, je vous êtes pas fait pour les études, il va falloir prendre une branche plutôt manuelle, et puis moi, je vous verrais bien dans la plasturgie. La plasturgie, mon Dieu, mais heureusement que j'ai pas suivi cette voie-là, la plasturgie. Aujourd'hui, quand je vois ce que donne le plastique sur notre planète, mais j'aurais pas été aligné. Enfin, je veux dire, j'aurais été le plus grand pollueur. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment une personne peut me juger en me sans me connaître, quoi, finalement. Donc, j'ai écouté son point de vue, mais je savais que c'est pas ce que je voulais faire. Et je dirais que ça a été à ce moment-là où j'ai appris inconsciemment ou consciemment à ne pas écouter les autres. C'est-à-dire que les autres vont nous renvoyer leur peur à eux. Mais finalement, cette brave dame, que je fasse de la plasturgie ou que je fasse les études que j'ai faites, quelques années après, elle m'aurait complètement oublié. J'étais un élève, un numéro parmi tant d'autres. Donc pourquoi j'aurais écouté quelqu'un qui, finalement, dans quelques années, n'aurait plus de mes nouvelles? Par contre, moi, c'était ma vie, quoi. Donc je pense que voilà, c'était vraiment le premier déclic et je me suis dit, ça, il faut que ça me serve de leçon, il faut que rien ni personne ne puisse me transmettre ses peurs, ses croyances, ses doutes et tout ce qui va avec, quoi. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'écouter ma vie. Moi aussi en troisième. Par contre, mon conseiller d'orientation a été un peu plus violent. Moi, il m'a dit que je serais bonne qu'à faire du ménage. Donc Ah, ok. effectivement, c'était voilà. Et comme j'avais pas beaucoup de confiance en moi, j'ai un peu cru. Mais en même temps, il y avait un côté qui dit non mais rien à foutre, j'y vais quand même quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'y vais quand même, mais j'ai pas du tout confiance en moi. Donc voilà, moi il fait que je trouve cet Mais c'est comme équilibre ça, justement. petit à petit. De toute façon, tout est une question d'équilibre, hein. Et c'est comme ça que tu crées ta confiance, que tu travailles sur ta confiance. Parce que tu as tes peurs, c'est les tiennes. Mais du coup, tu as ton manque de confiance. Mais finalement, au fur et à mesure de ton trajet, tu la crées. Et tu vois, c'est pas anodin si. Voilà, on est deux, mais je suis sûr que les spectateurs, les auditeurs, les internautes qui nous regardent aujourd'hui euh, ont déjà vécu ça. Et probablement en classe de troisième aussi. Parce que c'est un tel chamboulement pour nous. On nous demande de choisir une orientation avec tous les métiers qu'il y a, on ne sait pas encore, mais au fond de nous, on a quand même des petites envies et c'est difficile à cette période-là de dire fuck à ce que nous disent les autres qui ont de l'expérience. Et
Et c'est courageux en tout cas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une des bases de la confiance, ce passage-là, de cette transition-là, quoi. Mmh. Ouais, je te rejoins complètement. Quand j'interviens dans les collèges en troisième justement, je fais des conférences et j'incite les jeunes à écouter en eux, en fait, à voir le non comme, l'adulte qui n'a pas la solution et donc il dit non par rapport à son champ de vision, mais il a forcément pas le spectre complet Ça, ouais. et voir cette vision-là de se dire: «OK, ben, c'est juste que j'ai posé la question à la personne qui a pas la solution, peut-être que je trouverai quelqu'un d'autre qui aura la solution», quoi. Ouais, exactement, tout à fait. C'est ça. Mmh. Et au quotidien, comment tu fais? Parce que la vie, elle est pas tout le temps linéaire, Bien loin de sûr. là. Il y a des hauts et des bas. Comment tu fais pour prendre soin de toi, prendre soin de ta confiance en toi au quotidien? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des petits, des habitudes qui te permettent de maintenir ça au quotidien? Alors oui, il y en a plein. Alors déjà, la première chose, c'est important de prendre soin de soi. Parce que tous autant qu'on est, si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est la première chose à laquelle il faut avoir confiance. Pour prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi. Et on a toujours des excuses pour ne pas l'avoir le temps. Ah, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Moi, je dis toujours, si c'est une question de vie ou de mort, est-ce que ce temps-là, je le prends? Je me souviens j'ai une amie, il y a quelques temps, elle m'appelle, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, et elle me dit, écoute, j'aimerais bien, à l'époque où les restaurants étaient ouverts, elle me dit, j'aimerais bien qu'on puisse se revoir pour manger un petit bout ensemble et pour discuter du passé, du futur, etc. Je dis, écoute, avec plaisir, ça me fait très plaisir. J'osais pas parce que je sais que ton temps est précieux et le mien aussi. En fait, on a déjeuné ensemble à midi. Et elle m'explique qu'elle avait une amie d'enfance et qui avait déménagé dans le sud, et à chaque fois elle lui disait, écoute, viens me voir, viens me voir, viens me voir, et elle trouvait toujours une excuse pour pas aller la voir. Jusqu'au jour où cette personne est décédée, et elle me dit, j'ai eu le temps d'aller la voir. Mais sauf que c'était un dernier au revoir, quoi. Et c'était pas pour partager un moment comme je le fais avec toi aujourd'hui. Et ça, je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment aussi une deuxième leçon, c'est de se dire, si c'est une question de vie ou de mort, est-ce que finalement le temps, je le prendrai pour faire ce que j'ai envie de faire? Si on me dit, écoute, demain, c'est la dernière journée qui te reste à vivre, est-ce que je vais passer ma journée à faire mes comptes ou à passer des coups de fil, etc., etc. Ou au contraire, je vais aller me promener dans la nature, je vais aller me baigner, je vais courir, je vais partager du temps avec mes enfants. Je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours, mais c'est quelque chose à se caler dans un agenda. Parce que si on ne cale pas nos propres rendez-vous avec nous-mêmes sur un agenda, on ne le fait pas. Tout comme on doit aller chez le coiffeur, on appelle le coiffeur, on le réserve. Allez, tel jour à telle heure, je vais chez le coiffeur. Je vais chez le dentiste, on le réserve. Pourquoi on ne se réserve pas un créneau horaire de 10 minutes, une demi-heure, une heure, une demi-journée, une journée, peu importe, avec soi-même? Donc ça, c'est des rituels que j'ai maintenant. De plus en plus, je me note ça dans mon agenda. Après, moi, j'ai des rituels. C'est vrai que le matin, j'aime bien faire une petite demi-heure de yoga et 10 minutes de méditation parce que le yoga, voilà, ça permet de travailler sur sa respiration, sur son relâchement musculaire, sur son alignement. Et puis la méditation, ça permet aussi on fait un reset et puis on repart à zéro. Et puis voilà, on n'est plus dans ce petit hamster qui tourne en permanence, le petit vélo, le petit moulin. On pose ça et du coup, on est beaucoup plus créatif, on est beaucoup plus à l'écoute de soi, on est beaucoup plus à l'écoute des autres. Il y a un rituel aussi, c'est depuis quelques années, je m'astreins à lire un livre par mois. Parce que pour moi, la lecture, c'est la nourriture spirituelle. Donc, peu importe, c'est des romans, c'est des livres de développement personnel, c'est des livres professionnels, des livres de business, mais c'est de me nourrir, de nourrir mon esprit d'autres apprentissages. Et parce que c'est super important, ça permet d'évoluer en tout cas, peu importe. Et puis, à la fin de la journée, j'ai mon petit rituel, on le fait souvent en famille aussi, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta journée et qu'est-ce qui t'a rendu fier dans ta journée? Parce qu'aussi, ça nous oblige à prendre conscience que finalement, même les journées où on a eu des journées de merde en quelque sorte, eh bien, il y a eu toujours dans cette journée cette petite chose qui a fait waouh, mais on ne s'en rend pas compte.
Sauf que quand on sait que le soir, on va être obligé de le partager en famille, on est beaucoup plus attentif à ces petits moments. Tu sais, c'est comme le yin et le yang. Moi, j'ai tendance à dire qu'on passe tous dans des journées de merde qui représentent la partie, le haricot noir. Mais si on regarde bien dans ce haricot-là, il y a du blanc, il y a quand même du positif, il y a quand même ce petit moment qui nous a fait le waouh. Et si on s'habituait à transformer ce tout petit waouh dans le grand haricot qui est de l'autre côté et de dire bah, finalement, notre journée de merde, elle a existé, mais je vais lui donner beaucoup moins d'importance en devenant ce petit point. Donc C'est comme voilà, mettre des drapeaux, en fait, au cours de la journée, comme on sait qu'on fait le bilan en fin de journée. ouais, À chaque fois qu'on le vit, ah, un petit drapeau, là, je le savoure, là. Ouais, là, c'est ça, c'est ça. exactement. Et du coup, ça prend plus de place dans notre esprit, quoi. Ouais, c'est exactement, c'est habituer l'esprit à voir le positif où là, nous, ou en tant qu'être humain, on a plutôt tendance à voir le négatif, c'est-à-dire finalement voir le cadeau qu'il y a derrière ce qui est en train de se passer. Donc voilà mes petits rituels que j'essaye d'avoir tous les jours en fonction de l'organisation, mais vraiment de plus en plus, je m'y astreins en tout cas. Est-ce que tu les fais évoluer dans le temps? Oui, je l'ai fait évoluer parce qu'on a besoin d'évoluer pour éviter la routine. Mmh. Au bout d'un moment, on se dit: «Oh, ouais, c'est bon, c'est pas important si je le fais pas aujourd'hui». Non, mais par contre, si aujourd'hui mon yoga, au lieu de le faire dans le salon, j'allais le faire dans mon jardin, ou si finalement j'allais le faire dans un parc et puis j'allais prendre un arbre, et puis comme on peut plus se faire de hug, et ben si j'allais faire un hug à un arbre finalement et puis aller me gorger de l'énergie de cet arbre. Et si finalement, bah, juste, je vais me tremper les pieds dans l'eau du lac qui est vers chez moi, 2 minutes, 3 minutes, l'eau elle est à quoi? 5, 6 degrés, bah, c'est pas grave. Mais au moins, c'est froid, mais ça va te revitaliser. Et si finalement, bon, aujourd'hui, je suis un petit peu down, mais il y a un rayon de soleil, ben, c'est pas grave, je me mets à la fenêtre, je vais dans mon jardin, comme ça, j'accueille le soleil, je me nourris de la vitamine D que peut m'apporter ce soleil-là dans ces journées grises. Et ben voilà, ça, c'est des petits rituels auxquels ben, j'avais pas forcément pensé et qui viennent au fur et à mesure et en me disant, ah bah tiens, et si je le faisais plus souvent? Et si au lieu de faire peut-être 20 minutes, 30 minutes de yoga, j'en faisais un petit peu moins et quand il y a du soleil, je fais ça. Voilà. Donc et puis on a besoin d'évoluer de toute façon. Hein. Tout ce qui stagne finit par croupir. Donc on a besoin d'évoluer dans nos rituels, dans notre organisation et tout le reste. Dans les moments un peu plus difficiles, avec la notoriété, la visibilité, on est plus sujet aux critiques, des fois fondées, des fois pas. Comment t'entretiens, toi, ton estime de toi dans ces moments-là? Ah, oui, la critique, ça a été un gros point noir pour moi. Moi qui étais plutôt quelqu'un de l'ombre dans mon passé. Puis petit, j'étais timide, réservé. Et comme tu dis, en termes de notoriété, quand on fait faire des interviews, des conférences devant 300, 3000 et plus de personnes, et que tu as des gens qui viennent te renvoyer en pleine figure ce qu'ils ont ressenti, ça a été difficile. Hein. J'ai vraiment vécu des moments de critique qui m'ont mis à plat. Et finalement, en fait, je me dis, à chaque fois que je reçois une critique, je me dis qu'est-ce qui peut être constructif dans cette critique. C'est-à-dire pas prendre la critique pour la critique, c'est-à-dire quand on me fait une critique, c'est pas à moi, c'est-à-dire pas à moi, mon être, Patrice Iacovella, qu'on va faire la critique, c'est-à-dire c'est par rapport à quelque chose. Donc, les gens m'aiment, m'apprécient ou pas, mais en tout cas, s'ils me font une critique, c'est parce qu'ils m'invitent à évoluer quelque part. Donc, je me dis, bah tiens, et si cette critique elle était constructive, qu'est-ce que je pourrais en ressortir de cette critique-là? Ce qui va me permettre, là encore, d'évoluer. Et puis parfois, il y a vraiment des critiques qui sont gratuites, qui sont méchantes. Et comme ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus, malheureusement, de critiques qui sont méchantes et gratuites que de critiques qui sont constructives. Et en fait, ça me renvoie à l'idée que les gens qui critiquent, c'est souvent des gens qui sont jaloux. C'est des gens qui, eux, n'ont pas réussi à faire quelque chose. Ce sont peut-être des gens qui ont eu un passé qui a été difficile pour eux parce qu'on ne les a pas aidés à s'épanouir, à travailler sur eux. Et finalement, je les plains un petit peu, ces gens-là. Je me dis, oh là là, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont dû passer comme passé dans leur enfance ou dans leur vécu, ça a vraiment dû être difficile. Donc, si tu veux, quelque part, je ressens un petit peu de la gratitude pour ces personnes-là qui me renvoient en pleine figure les souffrances qu'ils ont eues ou qu'ils ont. En le disant, ça paraît facile, mais c'est un gros travail. C'est un gros travail à faire, mais ça permet vraiment de prendre de la distance. Ça permet vraiment de dire, OK,
ça ne me touche pas moi, ça me touche par rapport à leur vécu. Mais comme c'est pas moi, c'est pas pareil, quoi. C'est moins, ça va moins blesser en fait. C'est ça, ouais, exactement. Tout à fait, ouais. Merci. Pour finir cette interview, est-ce que tu as un secret que la vie t'a appris que tu aimerais léguer à ce monde? Un secret que la vie m'a appris et que j'aimerais léguer à ce monde. Bah, écoute, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'écouter son cœur. C'est d'écouter son cœur et d'être aligné avec qui on est, quoi. Et parce que finalement, le cœur, c'est la vie aussi. Le cœur, c'est le tout fœtus, c'est la première chose qui se construit, c'est le premier organe qui se construit, et c'est la première chose qui s'arrête quand on part. Et tout au long de notre vie, eh bien, on a ce cœur qui bat et qui, à la base, est né de l'amour de deux cœurs qui se sont rencontrés, et ainsi de suite dans le passé. Et qui, ce cœur qui bat, plus tard, va donner aussi un ou d'autres cœurs qui battent. Et eh bien, c'est d'écouter ce cœur qui, chaque jour, fait circuler, je sais plus, 600 litres de sang, plus l'oxygène dans le sang et qui nous aide à vivre. Donc, ben, c'est de l'écouter, finalement, parce que sans lui, on n'est pas grand-chose. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment ce que j'aimerais léguer, que les personnes arrivent à faire, c'est d'écouter leur cœur et d'arrêter d'écouter ce mental qui va nous donner 100 000 raisons d'avoir tort, finalement. Merci Patrice, merci pour Merci tout à ce toi. partage. Toi, auditeur, je t'invite à suivre ton cœur et mettre ton mental au service de ton cœur. C'est-à-dire que c'est pas le mental qui est d'abord, c'est le mental qui suit. Parce que le mental, il a ses capacités de trouver des solutions pour que ce soit réaliste, faisable. Et quand on le met au service du cœur, mais c'est juste génial ce qu'on C'est ça. obtient. Ouais. Donc, vas-y à fond, suis ta boussole. Tout est en toi déjà, donc vas-y. Moi, je serais très heureuse de partager avec toi, mets-moi en commentaire sous cette vidéo, ton cheminement, où tu en es, où est-ce que voilà, comment tu vis tes émotions, comment tu vis cette écoute de ton cœur, qu'est-ce que cette vidéo, elle t'apporte, elle t'apprend, peut-être même elle te questionne, elle vient peut-être te chatouiller par endroits pas forcément agréables, je ne sais pas. Partage-moi tout ça. Je serais très heureuse de lire sous cette vidéo tous tes commentaires. Patrice, merci. Merci Merci pour à cet toi, échange. Stéphanie. Merci à vous qui êtes derrière votre écran. Et j'espère vraiment que j'aurais pu vous apporter quelque chose dans votre journée. Voilà, à vous de prendre, d'aller rechercher quelque chose qui vous a interpellé, que vous avez trouvé pertinent, qui résonne en vous, et puis ben, de travailler dessus, consciemment ou inconsciemment, et puis de le mettre en application voilà, pour vous épanouir et pour vous évader hein, dans votre quotidien, en tout cas. Patrice, quelles sont tes actualités? Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, des actualités en ce moment, il y en a beaucoup, puisqu'on est en train de sortir. Donc, voilà, tu parlais des émoticartes, effectivement, à ce jour, il y a trois versions. Il y a la version pour les enfants, il y a la version pour les adultes, qui jusqu'à présent s'appelait parents, mais qu'on a rebrandé, en fait, renommé version adulte. Il y a les émoticartes nature pour sensibiliser chaque personne à des petits éco-gestes au quotidien et prendre soin de notre planète. Et on est en train de travailler, de sortir les émoticartes harcèlement. Et c'est tout type de harcèlement. Quand on voit que chaque année, il y a 700 000 enfants jeunes qui sont harcelés à l'école, qu'il y a 20% de femmes ou d'hommes, en tout cas, le harcèlement sur le lieu de travail représente 20%, sans parler des harcèlements sexuels, du cyberharcèlement qui arrive de plus en plus avec tous les multiples confinements que l'on vit. Donc voilà, l'idée c'est de sortir un jeu aussi sur le harcèlement. Donc vous pouvez en tout cas me rejoindre sur mon site internet, donc www.emoticart.com. Et puis, vous pouvez sur notre site télécharger aussi le livret d'activités autour des émotions. C'est un livret d'une trentaine de pages dans lequel vous avez des activités pour vous, pour les enfants, pour les professionnels. C'est entièrement gratuit. Voilà, c'est quelque chose que qui me tenait à cœur d'offrir au plus grand nombre de ceux qui le téléchargent. Et puis, en
en vous abonnant, en fait, en le recevant, vous recevrez régulièrement toutes nos actualités sur les nouveaux jeux qu'on sort. On va sortir aussi sur le printemps un programme sur la respiration, parce qu'on oublie de respirer. Et le fait de dire, tiens, d'ailleurs, vous qui êtes derrière votre écran ou devant votre écran, le fait de dire le mot respiration, qui a pris une grande inspiration ou s'est dit, ah, c'est vrai, je respire, parce que la respiration est aussi alignée avec le cœur. Et on a besoin de s'oxygéner, notamment avec le masque et les enfants, enfin tout ce qu'on vit actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va sortir aussi sur le printemps. Donc voilà, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet et vous verrez toute notre actu en tout cas. Je vous mets le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez retrouver Patrice dans toutes ses actualités. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Suis ta boussole de joie, suis ton cœur pour cheminer vers ta vie, pour vivre ta vie. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle interview aussi inspirante. À bientôt. Au revoir, merci à vous, prenez soin de vous et merci à toi Stéphanie pour tout ce que tu fais. Au revoir, Merci, à très bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.